de M. Wampanga, qui est un membre de l'UDPS, tué, assassiné. J'attends les ministres de l'Intérieur prendre la décision de suspendre les activités de cette partie. Bien entendu, ils devraient suspendre l'IDPS. Les initiateurs de ces mouvements, soi-disant la force du progrès, doivent être poursuivis pour haute trahison. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 190 de la Constitution. Jean-Pierre Bemba a déclaré clairement que votre leader, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et certains évêques de la Cinco préparent aux boutiques quelque chose pour éliminer physiquement l'actuel chef de l'État. Jean-Pierre Bemba, c'est un danger pour qui c'est. Je pense même que lui, il est dans cette logique. Je crois qu'il cherche des voies et moyens pour renverser quelque chose. Martek considère au jour d'aujourd'hui que, à l'entendre parler, que les problèmes dans ce pays, c'est les autres. C'est lui. Martin, lui aussi, c'est un problème. Kabila, c'est un problème. Nanga, c'est un problème. Et il considère que Tshisekedi n'a rien fait. Une mesure conservatoire prise par le président du CISAC, Christian Bossembe, mais une mesure rejetée par la plénière. Donc le monsieur ne sait pas ce qu'il doit faire. Vous pensez... Et je pense même que la plénière doit aller loin jusqu'à les chasser de sa chaise. Il n'est pas à sa place, le monsieur. Moutamba doit apprendre qu'on n'apprend pas un F-16, comment faire des grimaces. Moutamba s'est rappelé qu'il a tenu des propos offensants à l'adresse du chef de l'État pendant la campagne électorale. Il a traité le chef de l'État de tous les maux. L'actualité nous oblige. Messieurs et dames, bienvenue dans cette édition spéciale qui va justement s'apaisantir autour des 5 grandes questions d'actualité. Comme vous le savez, la première, c'est cette controverse entre le président du CISAC et la plénière de la même institution en rapport avec la suspension de membres du PPRD dans le média. Nous allons également échanger autour de cette grande révélation faite par les vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, qui accuse certains évêques, le président honoraire Joseph Kabila, Moïse Katumbi et d'autres acteurs politiques de l'opposition d'être à la base d'une préparation, disons, d'un cabale pour éliminer physiquement l'actuel chef de l'État. Nous allons parler également du dossier Constant Moutamba, la mort de M. Wampanga, qui est aussi un haut cadre de l'UDPS, ainsi que d'autres questions majeures. Et ce soir, notre invité, c'est l'honorable Moussa Kalema, qui n'est plus à présenter. Il est secrétaire général de la communauté musulmane en RDC, Comico. Il est également membre de la conférence des présidents du FCC, famille politique à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, mais aussi président du Parti des Vertus Républicaines, PVR. Je vous salue, honorable. Salut à toi. D'entrée de jeu, je l'ai évoqué dans Luminaire, les grandes questions d'actualité. D'entrée de jeu, vous êtes au courant de cette controverse sur une mesure conservatoire prise par le président du CISAC, Christian Bossembe, mais une mesure rejetée par la plénière de la même institution. Je peux même rappeler la mesure. Il a décidé de suspendre tous les cadres du PPRD, de ne plus avoir accès dans les médias et même dans les réseaux sociaux. Et selon certaines sources, la décision prise par la plénière rejetant cette mesure a été instrumentalisée par le membre de l'opposition que vous faites partie. Quelle est votre version des faits? Ça, c'est la politique des boucs émissaires. Chaque fois qu'il y a un revirement ou quand il y a un échec patent et quand il y a deux fautes commises, on cherche toujours un bouc émissaire. Je ne sais pas si c'est quand ils ont monté cette affaire c'est ça, si l'opposition était là. Je ne sais pas quels sont les membres de l'opposition qui sont dans cette institution d'appui à la démocratie. Mais je crois tout simplement dire que il ne pouvait pas être autrement.
Sinon, cette institution qui est déjà discréditée du fait de son chef qui se comporte comme un militant d'un parti politique et qui ignore superbement la mission révolue à cette institution d'appui à la démocratie, qui quelque part se comporte comme un militant d'un parti. Pour avoir pris cette mesure conservatoire, pas pour avoir allant à votre défaveur. Non, ce n'est pas pour avoir pris cette mesure que vous dites que c'est allé à notre défaveur, tout simplement par son comportement et toutes les mesures qu'il est en train de prendre. Et franchement, on dirait que le monsieur ne maîtrise rien de son institution. Il ne sait même pas quelles sont les missions révolues à cette institution. Il se comporte comme un va-t-en-guerre. Écoutez, je l'ai suivi autrefois lors de la journée de la presse, dit au chef de l'État que le régime du président Tshisekedi, sous ce régime, on n'a jamais connu la mort d'un seul journaliste. Alors que des journalistes sont morts, vous le savez. Et à l'Est, ils meurent chaque fois. Et ils sont arrêtés. Ce n'est pas que nous estimons. Même vous, vous le savez que c'est la fausseté. Logiquement, il fallait que quelqu'un dans la salle puisse l'arrêter. Ce monsieur prend des mesures en fait dictatoriales. Il se comporte comme un petit dictateur devant ses pairs. Il n'a même pas de considération, de respect envers sa plénière. Et surtout, la presse, il ne la respecte pas. Dis-moi, qui lui donne le pouvoir, lui, de suspendre les activités d'un parti politique, de refuser à un parti politique, à des acteurs politiques de s'exprimer, à des Congolais à s'exprimer sur des sujets majeurs du pays. Avec les déclarations que le membre du PPRD tiennent. Quelle déclaration? Vous me dites une seule déclaration subversive tenue par un membre du PPRD. Vous en connaissez une seule déclaration? Non, c'est un exécutant, c'est un militant d'un parti qui est en train d'exécuter les ordres de son parti. Parce que je n'ai pas vu une seule déclaration tenue par le PPRD qui pouvait embraser le pays par rapport aux déclarations qui sont tenues par le parti au pouvoir. Je ne vois pas. Tout simplement, et il a voulu se rendre important et flatter comme toujours, parce que les Congolais et tous les acteurs sociaux, les acteurs politiques ne font que flatter les chefs de l'État, flatter le pouvoir. Ben, en réalité, voilà, il est tourné au ridicule. D'ailleurs, il a été pris à partie. J'ai aimé le débat qu'il y a eu au Parlement. Vous avez vu que ce monsieur était pratiquement ignorant en la matière de cette institution. Donc de toutes les façons, si j'étais du PPRD, j'aurais déjà repris les activités de mon parti. La loi doit être respectée. Quand on vous dit, vous venez pour appuyer la démocratie c'est la gestion des contradictions. Mais quand vous refusez la contradiction, quand vous refusez que le parti de l'opposition, comme le PPRD, qui est la plus grande formation de la résistance, vous refusez la parole, vous voulez l'envoyer où? C'est un pouvoir qui est en train de chercher à envoyer les gens, à radicaliser les opinions et les acteurs politiques. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans aucun média où le PPRD a fait une déclaration fracassante qui pouvait amener du désordre. Ni l'apologie de la guerre, ni l'apologie du crime, ni je ne sais pas. Voilà, des choses pour lesquelles on pouvait demander de suspendre des activités à un parti de ne pas s'exprimer dans les médias. Alors, étant un ténor de l'opposition, vous êtes contre la mesure prise par Christian Bossembe, la mesure conservatoire, parce que c'était en votre défaveur. Même le Parlement. Mais vous êtes d'accord avec la plénière qui a rejeté cette déclaration parce que ça va à votre faveur? Non. Le Parlement de la République, qui est composé à 95% de la majorité présidentielle, a démontré noir sur blanc, et c'était en direct, que le président de CESAC a outrepassé le pouvoir. Il s'est arrogé des pouvoirs qu'il n'avait pas. On a démontré que ce monsieur se comporte comme un va-t-en-guerre. Il y a même un député qui a dit que c'était comme dans la jungle, la manière dont il est en train de se comporter. Donc ce n'est pas question de l'opposition. Le Parlement a démontré qu'il n'avait pas raison et on lui a même intimé l'ordre de revenir sur sa décision.
Et lui-même avait prévu, il avait promis déjà que la plénière, il savait que la plénière n'allait pas faire passer de telles inepties. Donc ce n'est pas question parce que je suis de l'opposition, parce que je suis un homme droit, parce que je suis un homme de vertu, parce que je suis un homme de vérité. Donc le monsieur ne sait pas ce qu'il doit faire. Et je pense même que la plénière doit aller loin jusqu'à les chasser de sa chaise. Il n'est pas à sa place, le monsieur. Vous pensez que Christian Bossembe gère le CESAC en toute subjectivité, en lieu place de l'objectivité? En toute subjectivité, et même je voudrais dire comme un amateur. On dirait que ce monsieur n'a jamais été, même n'a jamais exercé comme journaliste et comme quelqu'un qui maîtrise ce secteur de la vie de la nation, c'est le quatrième pouvoir. En occupant ces hauts postes d'être l'un des chefs de corps de notre pays. Et ça fait la honte d'avoir un tel chef de corps. Ça prouve qu'effectivement, depuis que ce régime est arrivé, il y a la complaisance dans les nominations, dans les désignations, et même dans les élections. De toutes les façons, il n'y a jamais eu des élections dans ce pays-là. Logiquement, ce n'est pas la personne, il n'est pas à sa place, le monsieur. Ça fait également jaillir beaucoup donc ça dans la toile aujourd'hui, c'est la déclaration de Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas d'ailleurs la première fois. Jean-Pierre Bemba a déclaré clairement que votre leader, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et certains évêques de la Cinco préparent aux boutiques quelque chose pour éliminer physiquement l'actuel chef de l'État. Comment analysez-vous ces allégations? Je voudrais indiquer que Jean-Pierre Bemba est en train de dire ce qu'il lui-même est en train de faire. Jean-Pierre Bemba, c'est un danger pour Tshisekedi. Un danger pour Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, c'est un danger pour Tshisekedi. Je pense même que lui, il est dans cette logique. Je crois qu'il cherche des voies et moyens pour renverser Tshisekedi. Vous dites qu'il joue à l'ironie? Il est en train de faire l'ironie. Et je suis convaincu que ce monsieur, il a un plan diabolique dans sa tête de renverser le pouvoir. Ah, parce qu'il a déniché. Attendez, il n'a pas déniché. Non, il n'a pas déniché parce que vous êtes journaliste. Avant d'affirmer des choses, il faut le vérifier. Vous savez, il n'a pas commencé aujourd'hui. Dis-moi la seule preuve qu'il a présentée que notre autorité morale, l'Église catholique, Katumbi, concoctait un plan pour éliminer physiquement Félix Tshisekedi. Je ne vois pas Kabila, qui a vu son père être éliminé physiquement par des acteurs politiques, réitérer cet exploit fait par les ennemis de la République. Mais Jean-Pierre est habitué à voir les sangs. C'est un rebelle, il faut le savoir. Il a même des dossiers qui traînent encore dans les instances judiciaires en France, notamment celui des Pygmées qu'on a dévoré. Et il est cité dedans. Il veut le sang, il a le soif du sang, Jean-Pierre. Et il ne sait pas comment agir. Jean-Pierre est en train de s'enterrer. Politiquement, il s'enterre. Parce que lui, la seule chose pour qu'il continue à vivre, il doit flatter le chef de l'État, il doit l'endormir pour réaliser les coups qu'il veut faire à Tshisekedi. Mais Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui dans ces pays en faisant de telles déclarations. Il est qui? Il n'est pas n'importe qui, il est qui, Jean-Pierre? Vice-premier ministre. Vice-premier ministre, ça veut dire quoi? On sait comment on nomme les gens. Ancien président. Quels sont les critères? On sait comment il est arrivé là-bas. Ancien vice-président de la République. Oui, là-bas aussi, on sait comment il est arrivé. Il est arrivé là-bas dans les quotas de son groupe armé. Il n'est pas venu par une élection de peuple ou par une désignation de politique. Il est venu comme chef rebelle. N'oubliez pas ça. Jean-Pierre n'est pas venu comme un homme, un citoyen paisible, comme un citoyen honnête, comme un citoyen conscient. Jean-Pierre est venu comme le chef, le commandant de la rébellion MLC, allié de l'Ouganda. Voilà. Jean-Pierre est quoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial, Jean-Pierre? Jean-Pierre, ce sont des terminaux. Ils sont arrivés grâce à la rébellion. Ils n'ont pas un cursus politique. Bon, il n'a rien à offrir de bon. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que tout ce que Jean-Pierre touche, ça finit par disparaître. Regardez toutes les entreprises que son père a laissées. Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
et même ses propres entreprises, même les biens que son père a laissés. Jean-Pierre doit se taire. Vous savez, moi je pensais qu'en fait, à l'époque, étant de l'Ouest, je pensais qu'on avait un leader, quelqu'un qui pouvait faire l'affaire. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait c'est un vide. C'est un fanfaron, Jean-Pierre. Donc tout ce qu'il a Et le travail, il ne le fait même pas. Partout où il passe, c'est nul. Regardez, il est au ministère des Transports. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui des transports dans ce pays? Quelles sont les réformes qu'il a menées depuis qu'il est arrivé? Quelles sont les décisions phares de Jean-Pierre depuis qu'il est vice-premier ministre des Transports? Nous assistons le nouveau permis de conduire. Mon cher ami, le nouveau permis de conduire, ce n'est pas une réforme, ça. Il a trouvé ça justement dans les programmes de continuité. Et oui, il est venu simplement, il est venu achever quelque chose qui a déjà été commencé par ses amis. Mais j'ai dit, les réformes initiées par lui, il n'y en a pas. Il a été à la défense, aucune réforme. Il a été au transport, il est au transport, aucune réforme. La situation ne fait que s'empirer. Les accidents ne font que se multiplier. Jean-Pierre, justement, pour distraire les gens, vous savez, les gens qui ne travaillent pas, c'est ce qu'ils font. Il est dans la distraction. Il distrait les gens dans ces affaires-là pour que les gens ne puissent pas suivre ce qu'il est en train de faire. C'est le plus piètre des ministres et des vice-premiers ministres qu'il y a dans ce gouvernement. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. On évolue parce que nous avons beaucoup de sujets d'actualité, d'intérêt majeur d'ailleurs. Ça fait aussi débat parce que nous parlons Congo, vous êtes un homme d'État. La rencontre de Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, Fayoulou l'a déclaré, il a rencontré le chef de l'État pour créer les camps de la patrie. Est-ce que vous allez en faire partie? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche entreprise par Martin Fayoulou? Il est déphasé, il est dans les normes, un homme d'État comme vous ou pas? Non, je dis que, vous savez, j'avais beaucoup de respect et de considération envers Martin. Et il sait que c'est un monsieur que je fréquentais aussi beaucoup, que je soutenais aussi à certains égards. Mais je pense que Martin est en train de faire fausse route. Depuis un certain moment, je constate que Martin est en train de commettre beaucoup de fautes stratégiques qui risquent de lui faire perdre la crédibilité demain et même l'aura. Même l'aura. Et à un certain moment, je n'arrive pas à comprendre la compréhension de Martin. Martin considère au jour d'aujourd'hui que, en l'entendre parler, que les problèmes dans ce pays, c'est les autres. C'est lui. Martin, lui aussi, c'est un problème. Kabila, c'est un problème. Nanga, c'est un problème. Et il considère que Tshisekedi n'a rien fait. Un acteur politique de la trempe de Martin qui fait pareille analyse, je dis que le pays a des problèmes. Il n'a pas béatifié Félix Tshisekedi. Mon cher ami, attendez, il a des données, il a dit, mais il faut suivre son discours. Je lis son discours, il a ciblé 3 personnes. Il s'est adressé à 3 personnes. Pour lui, ce pays-là, c'est 3 personnes-là. Tshisekedi, Kabila et Nanga. À Nanga, il lui a demandé de ne pas coaliser avec les ennemis de la patrie pour faire couler le sang de notre peuple. À Kabila, il lui a donné l'ordre de quitter Goma. Et à Tshisekedi, la seule recommandation qu'il lui a donnée, c'est de les recevoir pour qu'il parle. Donc il n'a rien trouvé à Tshisekedi. Tshisekedi, son problème, mais pour lui, c'est de les rencontrer. En les rencontrant, on a résolu les problèmes. On a résolu tous les problèmes. Rassure-toi, la rencontre de Martin et Tshisekedi, qui est historique, je ne sais pas historique, appelez ça historique, le fait qu'en fait ils étaient hier des opposants. En fait, ce sont des amis d'hier qui se sont à un certain moment brouillés. N'oubliez pas que Martin et Tshisekedi sont ils ont été moulés dans la même marmite. Rappelez-vous de Genval. C'est à Genval que les choses
se sont mal passés. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ils se connaissent très bien. Et comme les loups ne se mangent pas, ils s'enterrent. Et ce qui dit enterrer Martin, Martin au jour d'aujourd'hui veut peut-être prendre sa revanche. Mais il procède trop mal en doigtant les autres. En voulant en fait prendre la vedette à un programme piloté par les missionnaires. Et le seul programme crédible, celui des pactes sociaux, piloté par la CENCO et les CC. L'unique crédible. Alors, dites-moi, est-ce que dans un pays sérieux, le chef de l'État pour recevoir les prélats, il avait besoin que Martin puisse aller les lui rappeler alors qu'il les avait déjà réussi, alors qu'ils ont introduit l'ère de monde, alors qu'ils tiennent et pilotent les sociales de ce pays. Mais Martin ne lui a fait que rappeler. Attendez, vu la suite. Qu'à cela n'Étienne, il n'est pas interdit à ce que n'importe qui voie les chefs de l'État. Et pour ça, je ne condamne pas Martin d'avoir été rencontrer le chef de l'État. Mais j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec le discours de Martin de croire que lui est en train de fédérer, ils vont fédérer ce qu'ils appellent les camps de la patrie. Et l'autre camp, c'est quel camp? Les camps des ennemis. Qui dit qu'ils sont les camps de la patrie? Des gens qui sont dans les camps de la patrie peuvent piller les pays comme on est en train de le faire. Ils peuvent détourner des fonds tels qu'ils sont en train de le faire. Ils peuvent piller la nation comme on est en train de le faire. Ils peuvent arrêter, torturer des gens comme on est en train de le faire. Ils peuvent créer des cachots partout. C'est ça les camps de la patrie? Les camps de la patrie, c'est brimer les opposants. C'est ça les camps de la patrie. Les camps de la patrie, c'est faire des procès bidons. Les camps de la patrie, c'est attiser le tribalisme et le népotisme tel que nous le vivons aujourd'hui. Les camps de la patrie, c'est accentuer les tueries dans la ville avec les hold-up qui se font à gauche, à droite, les attaques armées. C'est ça les camps de la patrie. Les camps de la patrie, c'est indexer les autres et éviter que les acteurs politiques travaillent. C'est suspendre les partis, c'est refuser la démocratie, c'est instrumentaliser les institutions de la République. Des gens qui instrumentalisent les institutions de la République, qui séquestrent le pouvoir. Et vous dites, c'est ça les camps de la patrie? Alors Martin, je crois qu'il est aveuglé, je ne sais pas pourquoi. Parce que dites-moi, de Kabila et Tshisekedi, qui devrait être le vrai adversaire de Martin? Si c'était moi à la place de Martin, c'est Tshisekedi qui serait mon grand adversaire. Parce que Tshisekedi et Kabila et Martin, ce sont je vous ai dit, ce sont des enfants d'un même père politique. Etienne Tshisekedi. Une trahison qui vient de mon frère, il est plus dangereux qu'une trahison qui est venue de Kabila, qui ne serait pas, même si Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi. Mais pourquoi Tshisekedi n'a pas refusé? Parce que lui, c'est son frère. Vous pensez que c'est un faux pas? Mais c'est un faux pas, Martin a fait. Martin ne savait pas qu'il pouvait capitaliser toutes ces fautes politiques commises par les chefs de l'État aujourd'hui pour que demain, il se positionne et puisse prendre la revanche, par exemple en 2028, en se faisant élire. Alors, qui pensez-vous maintenant être du camp de la patrie réellement? Le camp de la patrie. Votre leader qui se trouve à Goma en train de consulter, dont on ne sait même pas de quoi il est question. Les camps de la patrie, ce sont les cas de personnes qui sont souciées de l'avenir de ce pays. Pas des gens qui, quelque part, hypothèquent l'avenir de ce pays, qui bradent nos richesses, nos minéraux. Les camps de la patrie, ce sont les gens qui pensent aux générations futures. Les camps de la patrie, c'est les camps de ceux qui estiment que la nation est composée de vivants et de morts. Et que même les morts suivent ce que nous sommes en train de faire. Les camps de la patrie, c'est les camps de ceux qui veulent qu'en fait la démocratie s'enquiste dans le pays et qu'on gère la contradiction, qu'on ne brime pas la constitution de la République et droits fondamentaux.
les camps de la patrie, ce sont des personnes qui sont souciées de l'avenir de ce pays. Pas des hommes qui sont dans leurs antivaleurs. Pas des hommes qui entretiennent des milices. Non. Pas des hommes qui tuent avec une froideur exceptionnelle. Des gens qui montent comme ils le respirent, qui manipulent l'opinion publique, qui montent l'opinion tant nationale qu'internationale. Non, les camps de la patrie, c'est les camps de ces patriotes conscients qui régorgent encore la nation et qu'il faut effectivement rechercher. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette logique. Aujourd'hui, justement, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que les prêtres catholiques et SSC veulent, c'est quoi? C'est de mettre tous les Congolais ensemble. C'est ça le vrai camp de la patrie, selon vous? Mais justement, c'est à partir de cette conférence, de cette discussion, que va sortir véritablement les camps de la mère patrie. Et nous sommes les camps de la mère patrie parce que nous avons toujours défendu la nation. Nous avons défendu la nation. N'eût été notre façon de défendre la nation, les Congos n'existeraient pas aujourd'hui. Kabila est arrivé ici, les Congos étaient émiettés à 4 morceaux. Il s'est bâti pour que les Congos restent indivisibles. Personne ne peut lui refuser cette qualité. C'est acquis. Il a accepté de brader son pouvoir qu'il avait ici de l'assassinat de son père. Il a accepté de céder le pouvoir à des gens qui ont pris des armes et qui ont participé à la mort de son père. C'est ça les camps de la patrie. Puisque vous avez cité son nom, Honorable Moussa Kalema, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire aux millions de Congolais qui vous regardent dans ce net moment, que fait réellement votre leader Joseph Kabila à Goma, une partie occupée par les rebelles? Il est en train de consulter pour quelle finalité? Très bien. D'abord, je voudrais vous poser la question. Goma, pour vous, Goma ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. C'est une partie. C'est la première fois que. Est-ce que c'est la première fois que Goma est occupé? Vous avez déjà entendu quand Goma était occupé à l'époque de Kabila qu'on a essayé de désactiver les banques? Si vous ne savez pas, le pouvoir est en train de faire justement les yeux de ceux qui veulent balkaniser le pays. Lorsque vous désactivez les systèmes bancaires et que les gens qui ont leur argent en banque là-bas, ils ne peuvent rien faire avec les cartes de banqueurs. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de les envoyer petit à petit vers le Rwanda, vers l'Ouganda. Lorsque vous ne voulez pas que les gens partent à Goma, en d'autres termes, Goma ne fait plus partie de la République démocratique du Congo. Et vous vouliez que Kabila vienne ici. Même toi, monsieur le juge, même lui-même qui sait qu'il est là. S'il apprend aujourd'hui, pourquoi il ne part pas à Goma? Parce qu'il sait que s'il arrive à Goma, on va l'arrêter. Pourquoi aucun ministre ne visite Goma? C'est occupé par les rebelles. C'est occupé par les rebelles. Ils ont peur de quoi? D'être arrêtés. Mais c'est là où maintenant... Mais attendez, mais justement... Parce que Kabila devrait venir ici. Dès que vous avez appris que Kabila prépare son retour au pays, vous aviez commencé par lui enlever les immunités parlementaires, sénatoriales. Vous avez commencé par autoriser les poursuites contre lui. Quelle est cette personne qui va accepter de venir pendant qu'il sait qu'en venant, on va m'arrêter, on va m'humilier comme on est en train de le faire ici, avec tout le monde? C'est pour cette raison qu'il s'est... Il est là où il est en République démocratique du Congo, à Goma, là où il se sent à l'aise, où personne ne peut l'arrêter, parce que là-bas au moins, on ne l'a pas menacé. Et toi, tu le sais que s'il vient ici, on va l'arrêter. Mais il consulte maintenant pour quelle fin? Il consulte pour quelle fin? Il a été chef de l'État. Dans d'autres pays sérieux. Et si on était sérieux ici, Kabila serait comme notre médiateur. Il consulte pour savoir ce que pensent les Congolais. Et le moment venu, d'ailleurs, je t'apprends que je sais que lorsqu'on fait de telles consultations, il finira par faire une conférence de presse. Et vous saurez, nous saurons les résolutions. Nous saurons tous, il n'y a pas question de résolution, il va donner peut-être des pistes de solutions. Parce qu'il avait promis dans son discours, et il avait indiqué, je crois, 12 points pour la sortie des crises. Mais dis-moi, quand les députés partent dans leur circonscription électorale, ils consultent la base.
Mais Kabila est sénateur à vie. Il est ancien chef de l'État. Il se trouve dans cette partie du territoire. Très à l'aise. Oui, mais qui peut l'empêcher d'écouter le peuple? Qui peut l'empêcher? Et surtout qu'il n'a pas une armée là-bas qui donne l'ordre, qui oblige les gens d'aller le voir. Pourquoi les gens vont le voir? Pourquoi toutes ces délégations défilent vers Kabila? Mais certains pensent que Kabila est dans la logique de matérialiser le projet de la balkanisation. Non, le projet de la balkanisation, c'est lui qui l'a matérialisé sur le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir de Tshisekedi. Le pouvoir de Tshisekedi est en train de matérialiser les projets de balkanisation de notre pays. Est-ce que vous en avez aussi les preuves? Vous demandez les preuves de Jean-Pierre. Les preuves, moi je les ai. Dans la mesure où, d'abord le chef de l'État nous dit, lorsqu'il est allé adhérer dans cette affaire de l'EAC, s'il vous plaît, devant une multitude des hommes de la presse, le chef de l'État déclare: à quoi sert de se battre pour une portion de terre? Alors que maintenant nous sommes dans l'EAC et l'EAC devient notre nation. Le chef de l'État a interdit aux Congolais de se battre pour un morceau de terre. Et moi, comme je suis curieux, j'ai suivi en maintes reprises les analyses d'Ngwanda et j'ai encore de vidéos d'Ngwanda que tout le monde dispose. Et Ngwanda nous avait prévenu que le chef de l'État avait 3 missions, dont la dernière c'était la matérialisation de la balkanisation. Lorsque vous désactivez les systèmes bancaires à l'est du pays, lorsque vous laissez toute la liberté à ces gens de faire ce qu'ils sont en train de faire, et ce qui est trop grave, ça fait maintenant plus de 3 ans, aucune localité n'a été reprise à ces rebelles, à ces agresseurs. Vous pensez que notre armée n'a pas la capacité de reprendre le fait qu'il y ait une localité? Alors que le chef de l'État nous a promis de foudroyer le Rwanda au cas où on venait de tuer un fils qu'un seul Congolais. Mais il ne fait rien. Mais il vous en a aussi expliqué les contextes. Quel contexte? Tous les mêmes. Quel contexte? Il a privilégié la parole d'un chef de l'État, elle est sacrée. Sachez bien que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Une diplomatie forte qu'elle soit, tant qu'elle n'est pas appuyée par une armée forte, par les instruments de défense à la hauteur des ambitions du pays et de la grandeur de ce pays et surtout de nos potentialités, nos ressources, sachez bien que cette diplomatie ne servira absolument à rien. Des résolutions vont pourrir. Combien de résolutions qu'on a prises dans ce pays? Pour ces pays, pour les comptes de ce pays, et même à travers le monde, qui ne sont jamais appliquées. L'armée qui est infiltrée, l'armée qui est remplie. Le chef de l'État, il est aujourd'hui à sa 7e année. Il pouvait facilement se faire une armée. C'est lui le commandant aujourd'hui, c'est lui qui signe, c'est lui qui nomme. Et lorsqu'on devient chef de l'État, on ne vient pas pour se plaindre, on vient pour résoudre les problèmes. Mon armée est infiltrée, je vais faire le filtre. Vous pensez que le chef de l'État est plaintif? Je serai pas les premiers à le dire. Alors que vous que vous le savez, c'est pas ça le rôle d'un chef de l'État. Le chef de l'État, ce n'est pas pour dénoncer. Le chef de l'État pour agir, c'est pour trouver des solutions, des réponses aux problèmes de ce pays. C'est pas pour se plaindre, c'est pas pour dénoncer. Vous avez dit tout à l'heure que Joseph Kabila a opté pour Goma parce que il se sent en sécurité. En insécurité, et puis il est derrière les poursuites judiciaires. Alors, cette démarche... Parce qu'il sait au moins qu'à ce niveau-là, personne n'ira l'arrêter. Et après, on a condamné Nanga, on a condamné les 8 Chinois, mais personne n'est allé les arrêter, alors qu'ils sont condamnés. Il va nous rester justement 2 petites questions, parce qu'on tend justement vers la fin de cet entretien. Aujourd'hui, le ministre de la Justice qui avait lancé ou sollicité la levée des immunités, parce que c'est lui qui a d'abord lancé cette affaire, et suivi par d'autres institutions,
lui-même, il est derrière, il est poursuivi par la justice. Comment voyez-vous la fin de cette affaire qui concerne l'actuel ministre de la Justice et le ministre d'État Constant Moutamba? Ça, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Moutamba n'a pas compris qu'en politique, l'homme c'est un loup pour un autre homme. Les loups ne se mangent pas, ils s'enterrent. Vous ne pensez pas qu'il fait face à un règlement des comptes? Règlement des comptes de qui? À un cabale? Un cabale de qui? Parce qu'ils sont tous de l'Union sacrée. Certains vous accusent aussi, vous de l'opposition, derrière cette histoire. Dites-nous, nous allons être derrière cette histoire. C'est qui? Aujourd'hui, c'est lui qui donne les droits, qui donne les commandements, qui donne les ordres. On les connaît. C'est qui c'est qui dit, celle qui est écoutée aujourd'hui. Ce n'est pas, s'il n'avait pas commis cette faute, s'il n'avait pas mis la main, s'il n'avait pas empiété le procédure de passation des marchés, il ne serait pas ridicule comme il est aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai dit que Moutamba doit apprendre qu'on n'apprend pas à F-16 comment faire des grimaces. Moutamba s'est rappelé qu'il a tenu des propos offensants à l'adresse du chef de l'État pendant la campagne électorale. Il a traité le chef de l'État de tous les mots. C'était actuel, c'était des injures. Moi, qui suis de l'opposition, je ne peux pas tenir de tels propos contre le chef de l'État. Mais soudain, il a oublié. Et le président Tshisekedi l'a eu. Et lui pensait que Tshisekedi a oublié ce qu'est tous ces insultes-là. Ah, donc c'est un règlement des comptes? Ce n'est pas un règlement des comptes. On veut lui démontrer qu'il n'est pas plus intelligent que les autres. Mais lui démontrer sans base. Mais maintenant, il y a des preuves. Il y a des preuves parce que c'est comme vous dit, il y a des preuves. Tu as suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale et c'est comme ça qu'on est en train de voir si les preuves sont effectivement avérées. C'est la procédure qu'on est en train de suivre. Au moins, jusque-là, on n'a pas saisi les biens de Moutamba. Parce qu'il n'est pas encore condamné par un juge, comme on saisit les biens des autres. Comme on a tenté de saisir les biens de Kabila, sans l'avoir jugé. Mais Moutamba, lui, ces biens ne sont pas saisis. Moutamba est en train de payer de son arrogance et de son manque, de perspicacité, de patience. C'est ce qu'il est en train de payer aujourd'hui. Vous pensez, honorable Moussa Kalema, que les dossiers ou les procès, s'il faut le dire, parce que ce n'est pas encore les procès, les dossiers concernant Moutamba suivent son cours normal? Mais il est en train de suivre son cours normal. Il est en train justement d'aller répondre à un homme libre, pas menacé, comme il menaçait les autres avec des injonctions. Il est en train de répondre. Les moments venus, on va constater si les faits ne sont pas avérés. Il sera en liberté. Et il ne va plus comparaître. Mais je crois qu'au moins pour lui, on est en train de respecter la procédure. Même si on me dit d'ailleurs qu'il est en train de... Il est déjà malade. Il est souffrant. Hein? Et il me semble qu'il a fait un malaise l'autre jour pendant qu'on était en train de les verbaliser. C'est un humain, les malaises peuvent arriver. C'est pourquoi je demande à tout le monde, à tous les amis et ces jeunes gens qui sont en train de grandir, de venir en politique. Il ne faut pas trop parler. Il faut beaucoup écouter. Il faut avoir la maîtrise en soi et avoir la tête sur les épaules. Ah, là, c'est un conseil que vous prodiguez aux jeunes leaders. À tous ces jeunes leaders, et même à ces anciens, parce que je vois des anciens qui sont en train de s'égarer, qui utilisent des méthodes tyrannées. J'ai vu les amis comme Atundu venir de bobiner des choses invraisemblables, et les amis comme le Mende, que je connaissais depuis la conférence nationale, raconter des choses. Est-ce qu'Atundu doit dire la vérité? Mais franchement, votre leader a menacé les institutions du pays. Il les a menacés comment? Il les a menacés comment? Il a fait la part, il est de faire leur part. Mais bien entendu, il a fait sa part. Au militaire de faire leur part, mais tout cela veut concrètement dire quand un ancien chef de l'État... Il n'a pas dit. Mais il a demandé à chacun, il n'a pas dit aux militaires de faire sa part, il a dit qu'à chacun de faire sa part. Sa partition, de jouer sa partition. C'est normal. Toi, tu joues ta partition. En venant me voir, en m'interrogeant, en cherchant à savoir ce que pense une certaine opinion. Parce qu'à travers moi, il y a une opinion que je représente. Tu fais ta part, moi j'ai fait ma part. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alors Kabila a fait sa part, il a dénoncé, il a décrit la situation de ce pays avec beaucoup d'estérité, avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de sincérité. C'est que
certains acteurs politiques ne peuvent pas dire. La réalité, Kabila vous a dit, vous êtes en train de le payer dans un désordre indescriptible au jour d'aujourd'hui. Et l'anarchie est en train de prendre corps. L'anarchie, vous la vivez chaque jour dans la ville de Kinshasa. Parce que très souvent, quand on parle de l'anarchie, on parle de l'insécurité, on pense à l'est du pays. Mais au jour d'aujourd'hui, les morts qu'il y a dans cette ville, dans cette partie du territoire qui n'est pas en état de siège ou en guerre ouverte, mine de rien, est en train de prendre des proportions alarmantes. Entend sûrement à la fin de cet entretien, honorable Moussa Kalema, je dois lui rappeler que vous êtes secrétaire général de la communauté musulmane au Congo. Vous êtes membre de la conférence des présidents du FCC, famille politique à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous êtes également président national du Parti des Vertus Républicaines, PVR. Vous en avez évoqué lors d'une émission, c'était toujours avec moi, les cas de la force du progrès qui fait partie de l'UDPS. Et aujourd'hui, nous avons un cas des décès de M. Wampanga, qui est un membre de l'UDPS, tué, assassiné tragiquement, bien que le dossier suit aussi son cours normal, parce que le procès a commencé le 9 juin. Comment ou quel conseil vous pouvez prodiguer, parce que vous êtes un homme d'État sans état d'âme, pour éviter pareil cas? D'abord, je vous dis que Wampanga n'est pas les premiers à mourir entre les mains de ces bandits. Nous apprenons ça de l'UDPS, que ce sont les gens, les militants de l'UDPS. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de s'entrequiser les camps de tel et les camps de tel. Ce n'est pas la première fois que des gens meurent. Ils sont massacrés à coups de bâtons, à coups de machettes. Ce n'est pas la première fois. Avec des méthodes utilisées par même des services secrets. Parce que j'ai suivi de leurs militants qu'on appelle dinosaures. Je les cite. Dire que ce monsieur, on l'a injecté. On lui a donné un produit, on l'a injecté un produit nocif pour l'abattre. C'est trop grave, ça. J'ai indiqué ça à maintes reprises. Sur ta chaîne comme sur d'autres chaînes. Que si le régime était sérieux, les tout premiers partis qu'ils allaient suspendre, c'était l'UDPS. Pour quelle raison? Je vous ai indiqué ça lorsque on a est à Paris les problèmes de milices que l'UDPS formait à Kingaboua. Photographiés, filmés, en plein jour. J'ai indiqué que conformément à l'article 190 de la Constitution de la République, nul, sous peine d'être poursuivi pour haute trahison, ne peut former des militaires, des paramilitaires, une milice, même un groupe de jeunes armés. Alors que l'UDPS, vous le savez, les forces du progrès se réclament comme telles. Et ce qui est trop grave, j'ai suivi hier une vidéo postée par les forces du progrès pour se disculper de la mort de ce monsieur-là, Wampanga, indiquer qu'ils ont comme mission de protéger le chef de l'État, de veiller à la sécurité du chef de l'État. Étant de l'UDPS. Mais c'est trop gravissime. Une milice, un groupe qui s'est dit, groupe d'autodéfense, il s'arroge les pouvoirs de protéger le chef de l'État. Alors qu'il y a il y a la garde républicaine mise à la disposition du chef de l'État pour sa sécurité. Alors qu'il y a la police nationale, alors qu'il y a l'armée. Mais j'attendais la réaction du ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas encore entendu quelque chose venir de sa part. Ce sont des preuves patentes qui prouvent qu'en fait l'UDPS a une milice. Aujourd'hui, les accusations ne viennent pas d'autres partis. Elles viennent d'eux-mêmes. J'attends le ministre de l'Intérieur prendre la décision de suspendre les activités de ce parti. Bien entendu, il devrait suspendre l'UDPS
Parce que là, au moins, c'est patent. Là, c'est gravissime. Et bien entendu, les initiateurs de ces mouvements, soi-disant la force du progrès, doivent être poursuivis pour haute trahison. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 190 de la Constitution. Parce que mine de rien, nous sommes en train d'aller dans un... Le pays est sur le chemin et le schéma de l'Haïti. Le pays est en train de devenir une jungle. Et tu vas voir que ce sont des bandes armées qui vont commencer à se confronter. D'ailleurs, à un certain moment, ils commencent à se confronter ici. Il y a ce qu'on appelait les histoires de bandes ici dans des communes qui s'affrontaient entre eux. Les Américains contre les Russes contre, je ne sais pas, les Français. Il y avait des bandes comme ça. Et ces bandes sont en train de prendre les corps davantage avec, bien entendu, les pouvoirs actuels. C'est un danger. Imaginez-vous, nous avons ici à côté les Mubondo qu'on n'arrive pas à maîtriser. Nous avons les fameuses forces du progrès qui sont en train de prendre des sorts dans la ville de Kinshasa et même dans d'autres provinces. Nous avons ce que nous appelons vulgairement les Chégués. Nous avons également tous ces gens en moto qui sont en train justement de... vous faites mais ce sont des gens en moto qui sont en train de faire au jour d'aujourd'hui des hold-up, de s'attaquer à des personnes. On a tué avant-hier, ici sur 16e rue, devant la porte à 11h, un chauffeur qui est allé récupérer l'argent pour venir payer les travailleurs. On l'a tué devant la porte de l'entreprise à 16h. Ici, à côté de chez moi, ici. Les jeunes hommes qui y a ici, le changèrent. Par 3 fois, on l'a, en moins de 4 mois, on l'a visité 3 fois en plein jour. À Lemba ici, Terminis, à Limete, on tire chaque jour. À Massina chez moi, la semaine passée. Au quartier 1, on a tué une personne. Au quartier 2, sur l'avenue, la grande avenue BKTF, on a tué un. Et du côté quartier 3, on a tué. Imaginez-vous dans quel type de cocktail Molotov nous sommes en train d'entrer. Nous sommes assis sur un volcan avec ces milices. On a besoin d'une autorité forte pour mettre fin à cette anarchie. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Honorable Moussa Kalima, vous êtes un homme d'État, sans état d'âme. Quel message? Et le message, c'est que le pays ne peut pas être divisé en camps. Un chef doit simplement travailler pour fédérer sa nation. Fédérer. Un chef doit travailler pour la cohésion nationale, pour l'intégrité territoriale et pour l'unité de la mère patrie. Un chef ne doit pas commencer par doiter des personnes sans preuve. Parce qu'aujourd'hui, moi je fais la politique, je la fais par conviction. Et je la fais avec conscience, avec abnégation, avec responsabilité, surtout avec justice et équité. Mais je la fais avec vérité. Pour cela, nous devrons tous nous inscrire dans les schémas, les seuls schémas crédibles, pas édulcorés. Les schémas tracés par la CENCO et les CC, sans que ça soit inféodé comme on tente de le faire. Il faut laisser la main libre de nous présenter les recettes sorties de leur laboratoire et qu'ensemble, dans cette réflexion collective, dans ces chocs des idées, va subir, bien entendu, un toilettage pour arrêter quelles sont les solutions pour sortir ces pays de ces marasmes, de cette anarchie dans laquelle on l'a plongé aujourd'hui. Parce que le pays se trouve dans une anarchie indescriptible. Parce que le pays saigne, le pays souffre. Parce que le pays s'émère chaque jour. Et le peuple se divise chaque jour avec des discours insensés.
Et que le peuple doit vraiment aiguiser son sens de vigilance pour ne pas céder à la manipulation qui est devenue l'arme la plus efficace utilisée par les politiques véreux de ce pays. Encore, j'attire l'attention de mon ami et frère Martin Fayoulou de faire trop attention pour ne pas se faire, encore une fois de plus, rouler et avaler. Voilà ce que je peux dire par rapport à cet entretien d'aujourd'hui, et espérons que les uns et les autres vont comprendre que le pays, c'est un bien commun. Le message est passé. Honorable Moussa Kalima, nous vous remercions pour votre disponibilité et d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier.